Bonjour, je vous retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast Un renard dans la penderie. Je m'appelle Chloé. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement sur Ravelry, uniquement sur Ravelry et Instagram, sous donc le pseudo Coco la renarde. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, j'espère que les vacances approchent. Et pour celles qui ne partiraient pas en vacances, j'espère que là vous réussissez à vous mettre dans un rythme un peu différent avec cette période un peu plus calme qu'est l'été pour la plupart d'entre nous. Et sinon, bon courage pour la saison qui commence. Donc je vous fais un petit épisode un peu au milieu des cartons. Alors ça n'a pas l'air comme ça parce que j'ai essayé de dégager un petit peu l'espace autour du fauteuil, mais c'est un peu le Bronx à côté. Il y en a un peu partout. Mais je voulais vous partager les derniers projets que j'avais terminés. Parce que je ne pourrai pas retourner d'autres épisodes avant la fin de l'été, je pense. Par contre, j'ai eu l'idée, j'aimerais bien vous faire un petit vlog. En fait, j'ai commencé à filmer des petites choses parce que avec la préparation des cartons, etc., j'ai essayé de ranger au maximum parce que j'avais vraiment un bordel inimaginable sur ma table de découpe. Et donc en fait, en rangeant, triant, ça m'a permis de mettre un peu des choses de côté. Je voudrais notamment vous partager un petit peu ces moments-là. Mais ce sera pour un vlog que j'essaierai de charger un peu plus tard cet été. Alors j'espère que vous allez bien. Alors je vais même pas essayer de dire que ça durera pas trop longtemps. Prenez-vous une petite boisson fraîche, chaude, réconfortante, rafraîchissante, comme vous voulez. J'ai pas tant de pièces que ça à vous montrer, mais à chaque fois que je dis ça, ça dure au moins 1 heure. Alors du coup, on va passer du temps ensemble et probablement un petit moment. Et voilà, moi je vais en profiter en tout cas parce que j'aime toujours revenir vous partager ce que j'ai fait, ce que j'ai testé pendant les quelques semaines qui séparent du précédent podcast. J'ai une jolie tasse de printemps de Miss Fauvine et je goûte un thé que ma copine Catherine, coucou Cat si tu passes par là, m'a fait découvrir. C'est un petit thé de chez Fortnum & Mason et on a toutes les deux un petit truc pour l'Angleterre et notamment pour le thé de chez Fortnum & Mason. Voilà. Alors aujourd'hui je vais vous parler tricot, couture, broderie, et je vais commencer par la broderie parce que j'aurais pas grand chose à vous dire. En fait je voudrais juste vous montrer mon dernier ma broderie terminée en fait, parce que je vous l'ai montré, ça fait longtemps que je vous l'ai montré. Donc c'est une broderie que j'ai commencé je crois au moins à l'automne dernier, si ce n'est plus. Alors, je vais mettre mon téléphone sur silencieux, hop, pour éviter les petits bruits intempestifs. Voilà, hop. Alors, c'est un petit modèle, c'était même un petit kit en fait que j'avais pris chez White Raven. C'est une petite boutique sur Etsy qui propose soit des kits, soit simplement les grilles de broderie de point de croix. Et donc en fait moi j'avais pris le kit parce que comme ça ça me permettait d'avoir toutes les couleurs, d'avoir la bonne dimension de toile, et puis voilà, c'était rapide à démarrer, je me posais pas trop de questions et c'était très bien. Pour les fans, vous aurez peut-être reconnu que c'est une citation de Harry Potter et plus particulièrement une citation d'Hermione. Et pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui et qui ne connaissent pas trop mon podcast, donc je suis bibliothécaire et donc
j'avais pour projet, et c'est ce qui va se passer, de mettre cette petite broderie dans mon bureau. Voilà, donc la petite citation, en cas de doute, allez à la bibliothèque. Voilà, donc ça je voulais juste vous le montrer fini parce que je l'ai trouvé vraiment très chouette. Donc si vous voulez vous lancer dans le point de croix, c'est un motif qui est assez simple. Alors moi j'ai fait quelques petites erreurs de compte, hein, parce que là du coup il faut vraiment compter les croix. Donc là je crois qu'il doit me manquer 2 croix, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai décalé. J'ai dû me tromper aussi un peu sur un livre en diagonale, hein, parce que ça faisait vraiment très 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 longtemps que je n'avais pas fait de point de croix. Et j'ai trouvé ça très sympa. Alors là j'ai brodé sur tambour. Mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une maman qui fait énormément de points de croix. Donc je l'ai toujours vu faire du point de croix depuis que je suis petite. Elle m'a appris à faire du point de croix quand j'étais petite et à broder notamment sans tambour. Sauf que là la toile était un petit peu rigide, ça faisait très longtemps que j'avais plus trop pratiqué. Et donc en fait j'étais partie sur l'idée de me faciliter la tâche en tendant bien la toile. Mais des petits bruits bizarres. Mais du coup, c'est possible de... C'est le chat qui va dans sa caisse. Enjoy. Alors tout ça pour vous dire qu'en gros, là, je l'ai brodé sur tambour, mais en fait, pour le point de croix, et pour aller plus vite notamment parce que là du coup c'est plus laborieux parce qu'on passe l'aiguille derrière la toile, on revient devant la toile. En fait lorsqu'on roule sa toile, et c'est ce que fait ma mère, on peut vraiment faire les différents brins de la croix sur toute une section et puis ensuite redescendre en faisant toujours ce mouvement là en fait où on vient passer dans les petits points, on va dire les petits espaces de la toile, hein, parce que vous voyez que je suis pas sûre que vous voyez bien, mais on voit que ça fait un peu un quadrillage puisque ça c'est de la toile Aïda. La toile Aïda c'est la plus, je pense que c'est la plus grosse. Ceci est la queue de Nouma. Bonjour Nouma. Nouma est... Hop, voilà ma vieille Nouma qui est là, qui va venir s'installer peut-être sur mes genoux. Donc voilà, du coup ça m'a permis de me remettre sur la broderie, et donc j'ai d'autres modèles de points de croix que j'avais achetés. Mais les toiles sont beaucoup plus fines et je vais peut-être attendre de voir ma mère pour lui demander de m'aider à le démarrer. Parce que là vraiment ça fait trop longtemps que j'ai pas brodé sur... enfin du point de croix, et sur des toiles aussi fines je ne sais pas si j'ai jamais essayé. Donc voilà, je vais m'y mettre. Entre temps je vais probablement aller voir la chaîne YouTube de un petit fil. Donc un petit fil c'est un compte Instagram, mais c'est aussi une boutique, un petit fil boutique, et c'est une personne qui a aussi une chaîne. Et mon amie Elise Stitches m'a dit que lorsqu'elle a commencé le SAL, donc le Stitch Along, c'est pas très beau, on reste un peu dans l'univers Harry Potter, hein, sauf que là c'est pas la SALE mais c'est un SAL, donc Stitch Along. Elle s'est un peu plus penchée justement sur les notions de toile, etc. Et en fait, on en a discuté un peu récemment, et donc il va falloir que je me penche aussi un peu sur la question. Donc je me dis que finalement ça peut peut-être me permettre de comprendre un peu mieux, parce que en fait, vraiment mon approche du point de croix, c'est un apprentissage transmissif, hein, de ma mère. Donc j'ai vraiment un point de vue complètement... comment dire, c'est pas néophyte, hein, parce que je l'ai vu faire toute ma vie, donc je sais comment ça... Voilà, je comprends très bien comment ça marche, mais voilà, j'ai pas les connaissances techniques, on va dire. C'était tout pour la broderie. Alors, pour le tricot, je me rends compte que j'ai oublié de prendre un de mes encours, et ça serait pas mal que je l'amène, parce qu'en fait ça me permettra de vous parler de la toile. Le premier tricot terminé. Je ne peux pas vous le montrer puisqu'en fait il s'agissait d'un sample que j'ai tricoté pour Lolita, de la marque Loli a fait. Je vous l'avais montré la dernière fois déjà. Ah, je me cale. Je vous l'avais montré la dernière fois déjà, enfin dans le dernier épisode,
puisque je l'avais commencé et en fait je devais le finir pour les Bigoudelaine, puisque c'est le premier festival auquel a participé Lolita et sur lequel elle proposait sa nouvelle base numéro 4, coton cachemire. Voilà, je vous remontre l'étiquette. Voilà, donc les bases chez Lolita ont un numéro plutôt qu'un nom. Et donc cette base coton cachemire, elle est composée de 92% de coton et de 8% de cachemire. Donc c'est clairement plus une fibre végétale qu'une fibre animale. Mais le cachemire en fait ne se sent pas spécialement au porté sur la peau. En fait, ça vient surtout assouplir le coton. Et c'est vrai que comparé à d'autres fils coton, en fait celui-ci est plus doux. Alors là comme ça de prime abord il a l'air peut-être un tout petit peu plus poilu. Je vais vous montrer ça, j'ai un petit nœud dans mon fil là. Je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais là il est assez fin, c'est de la fingering. Après j'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup plus poilu ou peut-être un tout petit peu poilu, mais je suis pas sûre. En tout cas, c'est un fil qui est très doux au toucher, qui est plus doux que du coton, que du 100% coton, et il est un peu plus souple. Donc en fait, le vêtement fini a un tissu qui est un peu plus fluide que du coton, du 100% coton. Alors c'est un fil qui n'est pas élastique, hein, malgré le fait qu'il y a un tout petit peu de cachemire dedans, il est peut-être un tout petit peu plus, mais vraiment là je ne peux pas vous dire que c'est un fil aussi élastique que du 100% mérino. Mais du coup c'est voilà, c'est un fil estival qui moi m'intéresse beaucoup parce que je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais c'est fort possible. J'ai du mal à porter de la laine directement sur la peau, tout simplement parce que je transpire et qu'en fait en transpirant, je trouve que ça me démange un peu. Donc je peux pas porter de la laine sur les bras, il n'y a aucun problème, mais sur le torse, le ventre, en fait j'ai vraiment du mal. Et en fait dans cette base, il n'y a aucun problème. Je peux le porter à même la peau. Et donc en fait, je peux même pas vous montrer de photos parce que je l'ai fini un peu à la dernière minute. Je l'ai amené directement à Lolita pour qu'il puisse être sur cintre et que les gens puissent voir ce que ça donne. Donc je l'ai tricoté en coloris lavande et coco, c'est-à-dire en un coloris un peu parme, violet parme, et coco c'est une couleur blanche. Alors le deuxième objet terminé, je vous le montre porté. Alors le détail c'est surtout le dos, donc je ne sais pas trop ce que vous allez voir, je pense que ça devrait être bon. Voilà. Pour la longueur, j'ai fait bouger. Voilà, il m'arrive à peu près au niveau de l'articulation des hanches. Voilà, alors, il s'agit du pull Cappuccino qui est le dernier modèle qu'a sorti Lolita. C'est un pull en fingering qui se boutonne dans le dos, donc il se tricote en aller-retour. On le commence du bas vers le haut, parce qu'en fait on commence par tricoter les manches. Ça fait pas si longtemps que je l'ai fini, mais j'ai déjà oublié plein de choses. Donc on commence par tricoter les manches, donc on a des manches très fitées, voilà, que je trouve vraiment très jolies. On laisse les manches en attente, donc on fait la même chose des deux côtés. On commence le corps en partant des côtes, donc des petites côtes torse que je n'ai pas faites sur les manches parce que j'ai zappé, mais elles sont bien présentes ici. Voilà, côte torse, donc on fait en aller-retour, on a une patte de boutonnage qui est intégrée dans le tricot. On vient faire des boutonnières après coup, que moi je n'ai pas faites parce qu'en fait j'ai directement cousu les boutons à travers les deux pattes de boutonnage.
pour éviter que ça se détache. Et ensuite, donc, on vient assembler le corps et on récupère les manches et on vient former ces jolis raglans pour qu'en fait les raglans soient dans le bon sens, c'est-à-dire que les petits arrondis du cœur en fait soient vers le haut. On vient faire un petit taille corde sur l'encolure. J'ai un petit fil qui me gratte le nez, je suis désolée. Et donc ensuite, votre tricot est terminé. Je l'ai tricoté dans les très jolies laines de Squirrel Yarn dont je vous parle régulièrement. Il s'agit du coloris écorce de pin. Donc c'était un club. Vous voyez, c'est un fil très nuancé. Je n'ai pas alterné les écheveaux. Il n'y a pas de différence marquée. On voit qu'il y a des nuances, mais ça ne fait pas de pooling. Même à la caméra, là, j'ai l'impression que ça va. C'est un peu entre le beige un peu rosé avec un peu de marron, bois de rose. C'est un coloris qui est très subtil, que je trouve vraiment très très beau. Je vais l'enlever parce que j'ai vraiment trop chaud avec. Aujourd'hui, on a des températures vraiment estivales. Et donc, pour les boutons, j'avais trouvé ces petits boutons rétro, là, vintage même, je dirais, sur Etsy. J'avais trouvé deux tailles, en fait. Une plus grosse que j'ai mis sur mon gilet Minawet de Elong avec Anna. Et j'avais trouvé ceux-là. Et en fait, je trouve qu'ils vont très très bien avec la couleur de la laine. Donc, ils sont légèrement cuivrés. Et voilà, je trouve que c'est très joli. Donc moi, je me suis pas embêtée à faire les boutonnières. En fait, j'ai vraiment directement cousu à travers. J'ai bien regardé comment répartir mes boutons. J'en ai mis 8, je crois. 2, 4, 6, 8. 8, c'est tout ce que j'avais en stock, donc j'en ai pas mis plus. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le porter plus d'une fois parce que finalement, il fait relativement chaud, lourd. Et, mais en tout cas, je vais pouvoir le porter à la rentrée. Et il ira très bien avec les cousettes que je vais vous montrer juste après. Donc je suis vraiment très très contente de ce pull. Il existe, alors, et ça va, il y a un panel de taille qui est assez important. Maintenant sur les patrons de Lolita, vous avez des tailles qui vont de 1 à... Je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai pas du tout préparé, avant de venir vous enregistrer ça. Mais je vais aller voir dans... Est-ce que je l'ai là? Ouais, elle a bien préparé le truc, la fille. Hein. Ouais, j'ai une bonne excuse pour aujourd'hui, on dira. Alors, j'ai trouvé, donc ça va de la taille 1 à la taille 15. Donc en fait, la taille 1 commence à 80 cm de tour de poitrine et la taille 15 va jusqu'à 150 cm de tour de poitrine. Donc c'est voilà, un panel de taille plutôt inclusif. J'ai tricoté la taille 4, c'est-à-dire un tour de poitrine 95 cm, ce qui me fait une petite, un petit peu moins de 10 cm d'aisance, parce que je le voulais assez près du corps et il est fait pour être porté, il me semble, comme entre 5 et 10 cm d'aisance. Donc moi j'ai pris l'aisance minimum, je fais un tour de poitrine de 88 cm. Donc voilà, ça fait pas tout à fait 10 cm, mais... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est un modèle qui n'est pas du tout difficile à tricoter. Il est tout à fait accessible pour les débutantes. Le point velvet, c'est un point qui n'est pas très technique, qui demande simplement un petit peu de manipulation pour aller chercher les mailles qui vont former ce joli petit cœur.
Il existe alors, en fait, il existe aussi en taille enfant. Donc moi j'ai l'intention de le tricoter aussi pour ma fille. Et donc je le tricoterai mais pour la rentrée. J'avais pris de la laine de la base Mérino. Je crois que ça doit être la base numéro 1. Donc c'était une base 100% Mérino de Lolita dans le coloris sauge. Et du coup je vais le tricoter pour Asilis pour la rentrée. Voilà, donc je vous montrerai ça. Et l'avantage de déménager, c'est que je vais récupérer un cadre beaucoup plus joli. Donc normalement, ça devrait être le retour des photos. Et j'espère pouvoir faire des photos en duo avec, avec ma petite Asilis. J'aimerais bien voilà, faire au moins une photo en duo de ce petit pull cappuccino. Donc ça c'est le cappuccino femme. Et il y a le cappuccino enfant et une mouche qui se balade devant la caméra. Pour le tricot, j'ai autre chose à vous montrer. Je voulais partager avec vous ce moment de solitude, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, on ne va pas parler que des choses qui marchent bien, mais aussi des choses qui arrivent, on va dire. Alors, voilà, je pense que j'ai même pas besoin de commenter ce que je suis en train de vous montrer. J'en ai une qui est plus courte que l'autre, donc il manque encore les talons. Mais j'ai fini mon tube à chaussettes, je crois que c'est l'avant-dernier, j'en ai un deuxième qui est terminé. Et je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai clairement 3 rayures en moins. Et en fait je me suis dit, oh non c'est pas vrai, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je défais? Parce qu'évidemment ce sont des rayures que j'ai défaites ici, hein, on s'entend bien. Et puis après je me suis dit, oh bah non. Non, en fait, j'ai pas envie de défaire. Et puis finalement, ça ira bien comme ça. Hein. Au pire, si vraiment ça me gêne, je déferai. Mais je me suis dit, bah voilà, ça t'apprendra à faire ça un peu vite fait. J'ai fait ça peut-être un peu trop vite. Donc du coup, bah, je me retrouve avec une chaussette plus courte que l'autre. Bref, c'est pas grave. Je vais survivre, de toute façon c'est rare qu'on voit où montent exactement mes chaussettes parce que quand j'en mets j'ai un jean par-dessus, donc voilà. Mais je voulais partager ça avec vous parce que je m'en suis rendu compte hier et que je me suis sentie très seule. Voilà, alors je voulais vous montrer, alors pas mes cartons, mais mon rabat tubulaire. Donc pour cette fois-ci, j'ai tenté le rabat tubulaire. Jusqu'à présent, j'avais essayé... alors le rabat classique, je trouve qu'il n'est pas assez élastique. J'ai essayé le rabat Elisabeth Zimmermann qui est plutôt pas mal. Et du coup, cette fois-ci, je me suis dit que j'allais tenter le rabat tubulaire qui est assez élastique aussi. Donc je vous dirai si je le garde comme recette de chaussettes. Ce qui est sympa, c'est que en fait on a l'impression qu'il n'y a aucune interruption entre les côtes à l'intérieur et les côtes à l'extérieur. Ça fait une finition vraiment très jolie, arrondie. Et finalement, c'est pas beaucoup plus long à faire que le rabat Elisabeth Zimmermann. Donc voilà. Je voulais partager ça avec vous. J'avais été regarder un tuto. Alors j'avais regardé le tuto de Claude Tricot, mais finalement je suis tombée sur un tuto de Stéphanie Maid, dont je regarde les podcasts régulièrement. Et en fait, j'ai vu qu'elle avait fait quelques tutos, et en fait le sien est très bien aussi, et très clair. Et donc je vous mettrai le lien en dessous si jamais ça vous intéresse de tester ce rabat. Parce que voilà, moi ça s'est bien passé. Maintenant je l'ai bien retenu. En fait c'est surtout ça, c'est les explications quelquefois, elles sont d'aussi bonne qualité sur plusieurs tutos, mais la façon de le formuler, en fait ça le rend peut-être plus facile quelquefois à mémoriser. Et moi du coup là je l'ai bien mémorisé, je pense que je serai capable de le refaire sans aller voir le tuto. Ce qui est pas mal parce que le rabat Elisabeth Zimmermann, pour l'instant, je suis obligée de retourner voir le tuto avant de commencer. C'est tout pour les projets, enfin pour les objets terminés. Et je voulais vous montrer mon encours. Donc finalement, on revient un petit peu à ce que je vous racontais au début de
la présentation du tricot, c'est que j'ai tricoté, donc je crois que je vous l'avais annoncé, parce que je vous avais, une fois n'est pas coutume, montré les tricots que j'avais l'intention de faire sans les avoir encore commencés. Et donc, je m'y suis tenue. J'ai commencé et presque terminé le top Mochi de Loli Lafay. Donc il s'agit d'un petit t-shirt avec des raglans et en fait sur ces raglans on va ensuite tricoter un petit volant. Donc là il me manque les volants et j'ai terminé tout le corps, j'ai fait l'encolure, donc il y a un petit taille-corps, donc pour l'instant il n'est pas bloqué, donc on voit une démarcation assez nette ici entre les mailles que j'ai relevées et le coton. En fait, voilà, on les voit aussi ici, c'est juste que ça a un petit peu plus rouloté d'un côté que de l'autre, donc j'ai bon espoir que ça soit moins visible lorsque lorsque je l'aurai fait tremper un peu. Mais voilà, du coup je trouvais que ça se voyait quand même pas mal de ce côté-là, je ne sais pas pourquoi. Alors, lorsque j'ai tricoté le top sorbet en sample pour Lolita, j'avais un peu la pression. C'était la première fois que je tricotais ce fil-là. Je me suis pas mal crispée. En plus, je voulais vraiment qu'il soit, voilà, qu'il soit nickel et je voulais vraiment le finir à temps pour les bigoux de laine pour que Lolita puisse l'avoir. Elle m'avait prévenu que le délai était un peu court. Alors, en plus, je m'étais proposé pour faire le test du cappuccino en même temps. Il s'avère que j'ai réussi à finir les deux dans les temps, mais si j'ai réussi à finir le cappuccino à temps, c'est uniquement parce que le délai a été rallongé d'une semaine. Donc ça a été un peu, voilà, un peu juste, mais j'avais surtout la pression de bien tricoter le sample pour Lolita parce que là c'était pas pour moi, je voulais vraiment qu'il n'y ait pas d'erreur. Et alors j'avais une tension qui n'était pas encore complètement régulière partout. Il y avait notamment un petit endroit sur un rang, alors je sais plus si c'était au moment où j'ai relié deux pelotes ou pas, je ne sais plus. Mais du coup, voilà, je voulais vraiment faire au mieux et en fait, le coton, ça ne pardonne pas. C'est pas comme la laine, en fait, comme il n'y a pas d'élasticité, c'est pour ça que je vais voir un peu ce que ça donne là au niveau de l'encolure. J'ai bon espoir, mais bon, je me dis qu'il n'y aura pas non plus de miracle. C'est qu'en fait, le coton, comme c'est pas du tout élastique, une fois que c'est bloqué, alors ça peut s'étirer un petit peu, quoique franchement celui-ci ne s'étend pas trop, hein, j'ai pas eu une mauvaise surprise. Faut savoir aussi que je l'ai bloqué à la vapeur, je l'ai pas fait tremper. Et en fait à la vapeur ça marche pas mal du tout, hein. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment j'ai utilisé en fait mon fer à repasser parce que j'ai pas de comment ça s'appelle, il y a des sortes de défroisseurs qui sont en fait des petits instruments portables qu'on passe au-dessus des vêtements pour les défroisser qui justement envoient de la vapeur. J'ai pas ça, mais j'ai un fer à repasser avec un mode vapeur. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le top sorbet sur mon mannequin de couture et que j'ai passé la vapeur dessus. Et avec la main, j'ai un peu lissé le tissu. Et franchement, le résultat est pas mal du tout. Donc là, je ne l'ai pas fait parce que en fait, il me reste vraiment... j'ai que quelques rangs à faire sur les petites manches, enfin sur les mancherons, parce que ce sont plus des mancherons que des manches, avant de faire un petit taille-corde. Pareil de l'autre côté, et je pense que je le bloquerai après. Je vais pas le bloquer maintenant alors qu'il me reste à peine quelques petits rangs pour avoir terminé le t-shirt. Et donc en fait je pense que je vais faire la même chose. Je vais pas m'embêter à le faire tremper intégralement parce qu'en fait à la vapeur ça marche vraiment pas mal du tout. Comme il y a un tout petit pourcentage de laine dedans, je ne pense pas que ça n'avait pas eu d'effet feutrant, hein, parce que du coup la majeure partie le gros pourcentage du tissu c'est quand même du coton. Après je ne l'ai pas repassé en mettant le fer directement dessus, hein. Je vais vraiment juste passer le fer devant en laissant au moins 5 voire 10 cm entre le tissu et mon fer. Donc voilà.
Donc ça c'est bon à savoir si vous n'avez jamais essayé. Alors je crois que ça se fait aussi pour la laine, mais avec beaucoup de précautions et une pâte mouille. Mais en tout cas pour le coton, il n'y a pas forcément besoin de prendre autant de précautions que pour la laine, et du coup le résultat est vraiment très très bien. Donc là j'ai eu moins de difficultés, je pense que c'est parce que j'avais déjà tricoté cette base là, j'ai eu moins de difficultés en termes de tension, j'ai moins tiré sur les mains, et je suis mono en cours, c'est à dire qu'en fait celui-ci je l'ai commencé il y a vraiment pas longtemps, je dirais 2 semaines, 2 semaines, quelque chose comme ça. En fait je n'ai tricoté que ça, puisque là c'est vrai que je crois que je vous l'ai pas dit ici, je l'ai dit dans les petites morceaux de vlog que j'ai commencé à filmer. J'ai parlé de carton parce que je déménage. Je déménage, et donc comme je déménage, en fait j'ai essayé de pas trop m'éparpiller, et j'ai essayé de préparer un peu des choses que je voulais garder avec moi, parce que mes cartons, je vais pas pouvoir les récupérer tout de suite. Il va se passer 2 semaines entre le moment où les déménageurs les prennent et le moment où les déménageurs nous les déposent. Donc en fait j'ai anticipé un petit peu ça pour pas me retrouver à court, parce que j'arrive vraiment à la fin de mon t-shirt, et je l'aurai probablement fini avant de déménager, ce qui est très cool parce que je vais pouvoir le porter bientôt. Mais du coup ça veut dire qu'il va falloir que je monte un nouveau projet. Oh là là. Donc ça je vous montrerai plus tard, je pense dans le petit vlog, parce que là je vais pas vous parler de mes projets à venir parce qu'en fait j'ai rien sorti, c'est dans un sac. Mais voilà, en tout cas, je suis mono en cours, et du coup, ça avance vachement plus vite que quand on en a plusieurs. Et donc, oui, donc du coup, ça va très très vite à tricoter. Donc ça se tricote du haut vers le bas. C'est une mère de Jersey, on forme les raglans. Donc on vient creuser, on commence par le dos. On commence à construire les raglans et on creuse petit à petit l'encolure. Ensuite, on vient joindre en rond. Donc ça fait une jolie encolure arrondie. On continue les raglans et ensuite on joint, on enlève donc on met à part les manches. Vous voyez, moi j'ai mis une petite épingle pour les bloquer. Et puis on continue à faire le corps en rond. On finit par des côtes de 2 en bas. Un petit high cord sur l'encolure, quelques rangs, un petit high cord sur le mancheron, et ensuite on vient récupérer les mailles envers du raglan que moi j'ai fait à l'endroit jusqu'à la moitié avant de me rendre compte que c'était des mailles envers, donc j'ai fini par des mailles envers. En fait on vient récupérer les mailles du raglan et ensuite on construit le volant, et du coup ça fait un petit t-shirt estival assez féminin, et je suis sûre que je vais être ravie de l'avoir parce que c'est vraiment c'est très 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 doux, et en même temps ça va être respirant parce que vous voyez que le tissu alors il n'est pas transparent du tout, on voit juste un tout petit peu parce que là il n'y a rien du tout, mais sur le corps on verra rien, mais c'est très léger. C'est vraiment léger, c'est plus léger que le coton normal, hein. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais vraiment en termes de poids ça fait pas du tout le même rendu que du 100% coton. Ça se joue à quelques pourcentages de coton en moins et de cachemire en plus, mais du coup ça fait une vraie différence. Donc pour le tricoter, c'est vrai que j'en ai pas parlé, je vous ai montré l'étiquette tout à l'heure, hein, parce que c'est l'étiquette de celui-là que j'ai utilisé. J'ai utilisé la base numéro 4 dans le coloris kaki. Et donc ça va être un petit peu le thème de cet épisode parce que tout ce que je vais vous montrer après est du kaki. Pareil, ça fait partie de ma palette de couleurs. En fait, je trouve que pour l'été c'est vraiment super. Et donc du coup, j'ai un t-shirt en fait kaki du commerce que j'ai depuis au moins 15 ans, qui tient encore la route miraculeusement. Et en fait je le porte pas mal l'été, et du coup c'est pour ça que j'ai eu envie de faire le top mochi dans ce coloris, parce qu'en fait il va très bien avec le bleu marine, hein, vous pouvez voir que ouais, ça va très bien avec, ça va très bien avec du blanc. J'ai une jupe blanche avec laquelle il ira très bien. Et puis du coup, ce sont des couleurs que je portais pas plus que ça jusqu'à présent.
Et en fait, bah, ça me va bien. Ça va bien avec le rouge aussi. Bref, nouveau coloris que vous devriez voir assez régulièrement dans mes prochains tricots, mes prochaines cousettes. C'est tout pour le tricot et je vais donc passer à la couture. Alors, je vais commencer par la couture qui a bien fonctionné. Alors, il s'agit d'une petite jupe courte. Donc c'est une jupe, c'est plutôt mini-jupe. Elle m'arrive un peu au-dessus du genou. Elle m'arrive un peu au-dessus du genou et elle a un petit pli creux au milieu et deux petits plis ici, deux petits plis creux, deux pinces dans le dos et une fermeture éclair qui normalement était censée être sur le côté et en fait j'ai mal coupé ma ceinture. En fait au lieu de la faire au pli, je l'ai faite deux fois. Donc ça c'est une erreur de ma part, c'était pas comme ça dans le patron. Donc fermeture invisible qui est plutôt pas mal pour une fois. Et j'ai mis une petite agrafe pour venir fermer la ceinture. Il y a deux poches ici. Tchouk. Voilà, vous voyez, elles sont assez profondes. J'ai tout surjeté. Alors j'ai surjeté avec du fil bleu en pensant avoir mis du fil kaki, mais bon, voilà, pas grave, de toute façon, on ne le verra pas. Petit ourlet en bas. Voilà, petite cousette assez rapide, très satisfaisante et que j'ai déjà portée à plusieurs reprises. Ça va très très bien avec mes petits tops en Liberty que j'ai fait l'année dernière. Et avec, bon, comme je vous disais, bleu marine, etc. Ça va super. Le tissu, c'est une gabardine de coton de chez les Coupons de Saint-Pierre. J'en avais commandé 3 mètres. Et donc c'est une gabardine qui est vraiment très sympa. Vous voyez qu'elle est assez souple, elle n'est pas trop rigide. J'ai plus les caractéristiques exactes, mais du coup, si jamais vous cherchez de la gabardine de coton, je vous recommande celle-ci, elle est vraiment très bien, c'est plutôt quali. Je l'ai passée à la machine avant de coudre. Ça c'est pas, j'ai l'impression que ça n'a pas trop, ça n'a pas rétréci ou pas plus que ça en tout cas. Et bah ça. Voilà, le lavage, ça se passe bien. Vous voyez que là, je ne l'ai pas lavé 15 fois non plus, mais voilà. En tout cas, je suis contente de cette gabardine. J'en ai pris 3 mètres dans un coloris bleu marine aussi, que j'ai pas encore coupé. Je pense que ça sera pour la rentrée, parce que cet été, je ne suis pas sûre de pouvoir faire de la couture. Alors, je vous parle du modèle maintenant. Le modèle vient de ce livre, Ma garde-robe sur mesure, de Atelier Charlotte Ozou. C'est un livre que vous avez peut-être déjà vu passer. Je l'avais pris, je pense, au CSF. Il date de 2018. Je pense que je l'avais pris au CSF en 2019. Et alors, en fait, ce qui est sympa dans ce livre, c'est que vous avez tout un ensemble de pièces. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir une présentation de tous les modèles, je ne suis pas sûre, mais vous avez des robes et combinaisons, vous avez des manteaux, chemises, blouses, jupes, vestes et manteaux. Voilà, donc un sommaire qui est assez complet. Vous avez à la fin une pochette dans laquelle vous allez retrouver les planches de patron, et en fait les planches sont sur des formats, c'est en recto verso. Les pièces se chevauchent peut-être un petit peu de temps en temps, mais voilà. Vous avez des codes couleurs, bon, je pense que vous verrez rien là si je déplie, mais hop, vous avez des codes couleurs avec des numéros, des lettres sur les planches, et en fait à l'intérieur du livre, lorsque vous allez choisir un modèle, on vous indique quelle
pièce utilisée pour quoi? Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver. Alors, le but, c'est de pouvoir associer. Donc, par exemple, pour les robes, vous avez ça. Celle-ci, je la trouve très jolie. J'aimerais bien la faire pour l'été. Là, c'est pas mal. Je pense que je pourrais pas la faire cette année, mais vous avez une variante combinaison short, combi short, pardon. Une variante avec un dos ouvert en combi short. Et puis un petit décolleté glissière. Cette très jolie variante avec un dos noué pantalon. Donc un combi pantalon. La même variante de haut mais avec une jupe que je trouve ravissant aussi. Avec des petits nœuds et jupe robe. Voilà, avec des froufrous, avec un pantalon. Et en fait, après, vous avez l'association donc des hauts et des bas que vous allez pouvoir combiner. Une fois que vous avez ces formes-là, en fait, vous allez pouvoir retrouver dans le livre le haut 1 avec le plan de coupe, le métrage, un pas à pas photo. C'est vraiment bien fait. Moi, j'ai pas été déçue par les explications. Alors, je ne suis pas débutante en couture, mais je pense que les explications sont suffisamment développées pour justement accompagner les débutantes. Il y a aussi des petits ajustements qui sont proposés au fil du livre, qu'on retrouve dans le sommaire, si on a besoin de chercher. Il y a aussi en préambule quelques petites... où c'est en conclusion? Non, voilà. En préambule, vous avez aussi le mode d'emploi pour choisir les tailles, etc. Alors, les tailles, ça va du XS au XXL, donc de la taille 34 au 44. Donc, je ne sais pas si c'est très très inclusif, ça, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans d'autres marques. Je pense notamment à Direndo qui a un panel de taille qui est plus large. Mais bon, ça c'est un peu le problème lorsque ce sont des patrons dans des livres avec des planches papier, c'est que voilà, c'est pas toujours très inclusif. Après, les planches sont plutôt pas mal faites. Donc là, je vous disais tout à l'heure que lorsque on a une pièce, alors en gros, on nous dit sur quelle planche, voilà. Là, dans les explications, au début, on vous met pièce du patron. Et là, on vous dit, par exemple, patron tracé en bleu et rose, planche E et F. Le tissu est plié en deux. Donc, il faut bien lire ces explications-là avant d'aller chercher la pièce. Donc, moi, ce que j'ai choisi, c'est une jupe hein, dans ce livre. Donc, comme tout à l'heure, quand je vous ai montré les combinaisons, donc vous avez plusieurs variantes de jupes. Moi, j'ai choisi cette forme-là, donc la jupe 1, sans le ruban. Donc, en gros, c'est celle-ci, mais vous voyez que sur celle-ci, on peut rajouter une variante en mettant un petit biais. Vous en avez une aussi qui a des petits volants. Voilà, vous avez donc plusieurs ceintures, plusieurs jupes, et après vous pouvez tout combiner. Donc moi j'ai vraiment fait la première. Je trouve que c'est très sympa aussi avec la ceinture festonnée, mais moi j'ai fait vraiment la première ceinture sans le biais. Voilà. Donc c'est un livre que je trouve vraiment sympa. Ça fait un petit bout de temps que je voulais les faire, que j'avais pas encore pris le temps. Mais franchement, je vais en faire d'autres parce que le patron taille vraiment bien. J'en suis vraiment très contente. Je pense que je vais pouvoir vous mettre une photo portée parce qu'il me semble que j'ai fait une photo. Peut-être même dans le cadre du Me Made May. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de vous mettre un petit montage avec toutes les photos que j'ai faites parce qu'il me semble que sur Instagram, je n'ai pas... Enfin, pas qu'il me semble, je n'ai pas publié la dernière semaine alors que j'ai pris les photos. Mais j'ai pas pris le temps de les publier et puis 15 jours plus tard, on n'était déjà plus au mois de mai, ça avait plus trop de sens. Mais je vous reparlerai du Me Made May parce que vraiment ça m'a bien aidé cette année à voir quelles sont les pièces que je mets le plus. Alors le mois de mai c'est toujours un peu le mois
compliqué parce qu'en fait on se dit ah super je vais pouvoir sortir mes petites robes tout ça et en fait non. La plupart du temps là au mois de mai j'ai mis peut-être une ou deux fois des tenues un peu plus estivales et au final assez rapidement on est revenu sur des tenues plutôt février-mars quoi. Donc j'étais un peu déçue. Mais bon voilà, du coup je vous reparlerai un petit peu de ça, peut-être que je le mettrai en introduction ou en conclusion à la fin du podcast. Donc ma garde-robe sur mesure de Atelier Charlotte Ouzou, voilà, c'est pas la dernière fois que je vous en reparle, je pense que je vais en refaire pour la rentrée parce que ça fait des petites, voilà, des petits séparés qui sont vraiment bien pratiques et qui me permettront de compléter ma garde-robe. D'autant plus que je voulais vous parler d'un autre livre parce que je me suis trompée au début en sortant les bouquins, j'avais pris celui-ci avant de me rendre compte que c'était pas celui-ci dans lequel j'avais pris la jupe. Mais elle a sorti aussi celui-là qui est très chouette et qui a plein de modèles sympas et que j'ai envie de faire. Donc je ferai peut-être une pièce ou deux pour la rentrée. Il y a notamment le pantalon qui est là, que j'aurai peut-être l'occasion, dont j'aurai probablement l'occasion de vous reparler. Voilà, donc je vous en reparlerai, celui-ci je vous en reparlerai en détail une autre fois. J'avais pris les deux au CSF 2019, donc voilà. Deuxième pièce cousue, je pense que je vous avais parlé de mon projet de faire ce pantalon de République du chiffon. Alors ce pantalon ça a été un peu une épopée parce que il y a eu quelques rebondissements. Alors, je vais vous le montrer. C'est un fail. C'est un fail, alors, pas complet, mais c'est un échec. Alors, pour commencer, j'ai des mouches pénibles qui me volent devant le nez, c'est toujours sympa. Alors, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est la version numéro 2. La version numéro 2. Donc j'avais acheté c'est toujours dans le même coupon de gabardine kaki des coupons Saint-Pierre. Alors c'est 20 € le mètre, hein, du coup c'est pour ça que je l'ai utilisé sans trop de remords. Je suis un peu déçue parce que du coup c'est du tissu là qui est un peu perdu, mais je vais essayer d'en faire quelque chose quand même. Ce qu'il y a, c'est que la première fois, l'erreur venait de moi. En gros, quand j'ai commencé à décalquer mes pièces, la première ceinture donc, qui est ici était dans la bonne taille et toutes les autres étaient une taille en dessous. Ce qui fait que lorsque j'ai assemblé les jambes de mon pantalon, quand j'en suis arrivée à l'assemblage, je me suis dit mais je ne pourrai jamais passer mes cuisses dans ce pantalon. Donc j'étais un peu alarmée, en fait je me suis dit bon il n'y a pas 36 000 solutions, soit c'est parce que vraiment le tableau de taille ne correspond pas à mes mensurations, ce qui est un peu étrange mais pourquoi pas, soit, ce qui était plus probable et qui s'est avéré être le cas, j'ai mal décalqué les pièces. Verdict, j'ai décalqué quasiment toutes mes pièces en taille 36 alors qu'en gros il me fallait de la taille 38. En taille 38 d'un coup je pouvais fermer la fermeture à la taille, comme quoi 1 cm de chaque côté des pièces ça fait une vraie différence. Donc ce pantalon a une forme un petit peu carotte et a la particularité d'avoir cette ceinture en pointe devant et ces petits plis creux devant. Il y a une fermeture éclair au dos et normalement sur la photo on voit qu'il arrive un tout petit peu au-dessus des chevilles. Alors je ne sais plus quelle est la stature standard des patrons République du chiffon, mais c'est taillé pour 1,65 m. Et en gros, entre la photo du patron et ce que ça rend sur moi, je fais 1,68 m. Et le pantalon arrivait vraiment très très bas. Donc moi j'avais vraiment l'intention de faire quelque chose qui arrive au-dessus de la cheville parce que je trouve ça très élégant quand ma cheville est dégagée. J'aime bien mes chevilles, je les trouve, voilà, je trouve qu'elles sont assez fines et du coup avec les pantalons ça les met bien en valeur, surtout avec des petits talons ou des talons compensés. En fait c'est voilà, ça donne une jolie silhouette.
Et en fait, là j'ai dû enlever au moins 4 cm, c'est-à-dire la marge de couture qu'on doit ajouter. Puisque dans les patrons de chez République du Chiffon, il faut ajouter les marges. Donc vous avez un tableau ici qui vous indique les marges de couture à ajouter aux pièces du patron et on vous explique à quel endroit il faut les mettre. Et donc là, pour les devant et dos, on vous dit d'ajouter 1 cm tout autour, sauf au bas, on ajoute 4 cm. Pour les devants, c'est pareil. Donc moi, en fait, je vais reprendre la pièce de mon patron pour enlever 4 cm et faire vraiment 4 cm et garder en fait les 4 cm. Je pense que ça suffira largement parce que là, c'est ce que j'ai enlevé. Alors, pourquoi c'est un échec? Bon, mis à part ma boulette de départ, bon là c'était pour la petite histoire, mes fesses ne rentrent pas bien dedans. En fait, peut-être que je vous ferai une petite... non, j'ose même pas vous faire une vidéo parce qu'en fait, c'est pas tant que j'ai pas envie de me filmer, c'est juste que c'est le bazar, que je pourrais pas me filmer avec... Enfin, je vais avoir un fond dégueulasse et franchement, voilà, j'ai pas trop envie de vous montrer l'état de mon intérieur comme ça. En gros, j'ai les fesses trop serrées dedans, c'est-à-dire qu'en fait, je me retrouve avec comment dire, une aisance de tissu importante devant, à cause des plis qui sont ici, et un manque de tissu derrière. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai le devant derrière et le derrière devant, en gros. C'est pas forcément gênant d'avoir du volume devant, mais du coup, quand on n'en a pas derrière, là où ça gêne vraiment, c'est que je suis obligée de tirer le tissu sur mes cuisses pour pouvoir m'asseoir, par exemple. Et je parle même pas du tissu qui est tendu à mort derrière, où j'ai peur que ça finisse par craquer. Je ne sais pas si... alors, je ne sais pas si c'est... J'ai pas fait beaucoup de pantalons en couture jusqu'à présent. Je ne sais pas si ça relève d'un ajustement morphologique, parce que j'ai un petit boule rond, j'en sais rien. Ou si c'est... voilà, le patron qui est comme ça. Donc, si jamais vous avez déjà cousu ce pantalon, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Si jamais vous avez déjà cousu des pantalons tout court, ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours. Et notamment si vous avez des bons plans pour des conseils d'ajustement. Parce qu'en fait, là, je vais pas rester sur cet échec parce que vraiment, j'ai envie d'aller au bout. Je suis même prête à arracher du tissu et là, j'allais démonter les dos, garder les devants, démonter les dos. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je défasse la jolie couture à la main que j'ai faite à l'intérieur. Voilà. Mais bon, je suis prête à faire ça juste pour apprendre, là, pour la peine, parce que je suis un peu... je reste un peu sur ma faim avec ce pantalon parce qu'en gros, bon là j'ai même pas fini les bas, vous voyez, j'ai surjeté et je me suis dit non mais en fait ça sert à rien que je m'acharne à faire un revers parce qu'en fait ça c'est un petit détail que je pourrais refaire sur une autre version bien à ma taille. Mais en gros là je peux pas le porter comme ça donc ça sert à rien que je finisse le bas des jambes. Mais en gros, il faut vraiment que je trouve une solution pour le dos. En gros, j'ai vraiment les fesses qui passent pas. C'est vraiment là que ça coince. Donc en fait, il va falloir que j'essaie de voir comment on adapte un pantalon, les pieds d'un pantalon pour faire entrer des petites fesses un peu rondes, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je sens que vraiment ça m'écrase les fesses, hein, ça les aplatit littéralement. Et c'est un tissu qui n'a aucune élasticité. Donc autant pour un jean extensible, j'y verrai pas d'inconvénient. Autant là, pour de la gabardine, c'est vraiment, vraiment pas confortable. Et puis surtout, j'ai peur que ça craque. Et c'est voilà, c'est pas du tout... je veux dire, un pantalon, c'est fait pour être confortable, pour pouvoir s'asseoir, se lever, marcher. Là, je marche pas forcément super à l'aise parce que l'amas de tissu devant, ça bloque un peu sous le genou, finalement. Et c'est pas confortable, sauf si je retire le tissu un peu. Alors je sais pas, soit je me disais peut-être qu'il faut que j'allonge un petit peu à l'arrière et que j'élargisse un peu, je sais pas, au niveau de la fourche. Vraiment je ne sais pas. Si vous avez des ouvrages, enfin des livres de couture à me conseiller, ou si vous avez
un blog, un forum, ce que vous voulez, enfin voilà, si vous avez quelque chose ou des vidéos à me proposer, vraiment n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, puisque là je me sens super frustrée d'être coincée là et de ne pas savoir comment je vais faire, comment je vais me débrouiller pour que ça colle, sachant que à la taille il est bien. Dans les anses sur les jambes, bah, du coup j'ai beaucoup de tissu devant, pas assez derrière, donc peut-être qu'il faudra que je reprenne un peu devant, mais là c'est vrai que je sais pas, je ne sais pas faire. Donc voilà, du coup je voulais vous partager ça. Et pareil, si vous avez cousu ce patron et que vous avez des retours dessus, ça m'intéresse. C'est tout pour la couture. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager aussi autre chose qui n'a rien à voir avec ni la couture, enfin avec les arts du fil en général. Je voulais vous partager un peu ma pile à lire pour cet été. Parce que en gros, je prépare donc ma valise et je sais que les choses vont rester un petit peu en carton un moment et j'avais envie, là quand les vacances arrivent, et depuis le mois de juin, là je me suis remise un petit peu à lire, quand l'été arrive, en fait c'est une période où j'ai plus envie de lire, où j'ai envie de passer du temps. Voici ma petite pile de lecture. Alors je vais baisser un tout petit peu la caméra, voilà, parce qu'en fait elle est peut-être un petit peu haute. Voilà. Voilà ce que j'ai mis de côté pour l'instant. Il va falloir que je refasse un petit tri parce que là ça fait vraiment beaucoup de bouquins, je suis pas sûre de tout lire. Mais je voulais vous parler un peu de ça parce que il y a plusieurs choses dedans. Alors, je voulais vous parler de ce livre que je suis en train de lire, qui a bien avancé, qui s'appelle Meurtre à Sunset Hall de Léonie Swan. Alors, j'ai toujours un goût particulier pour les jolies couvertures. Je pense que je suis pas la seule à être attirée par les couvertures colorées, et j'en parlais avec mon amie Élise en disant bah c'est un peu mon premier rapport au livre, c'est sa couverture, et je trouve que les Anglais sont vraiment très forts pour ça, et en France on commence à avoir des trucs sympas, mais c'est pas toujours le cas. On est clairement sur du cozy mystery, cozy crime. C'est pour ceux qui... Si vous débarquez sur cet épisode, sachez que c'est vraiment un type de roman que j'aime énormément lire. En fait, ça me détend beaucoup. Et depuis que j'ai mes 2 enfants qui sont encore petits, en fait, je lis beaucoup moins de littérature plus sérieuse, on va dire. Moi j'appelle ça vraiment de la littérature de divertissement, mais je trouve que c'est pas de la mauvaise littérature, loin de là. Parce qu'en fait le principe de lire, c'est d'éprouver du plaisir à ce qu'on lit. Et moi ça me fait plaisir de lire ce genre d'ouvrage là. J'ai aussi du plaisir à lire l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, mais on n'est pas du tout sur la même expérience de lecture. Alors maintenant, de quoi ça parle ? C'est un roman qui sort un petit peu du cadre classique des cozy mystery ou des cozy crime. Donc en fait, ici, il s'agit d'une bande de personnes âgées. Donc le héros principal, l'héroïne principale, en tout cas le personnage principal, s'appelle Agnès Sharp. C'est une vieille dame qui a décidé de monter une colocation avec des personnes du 3e âge. Et ce qui fait la particularité de ce roman, c'est que ce sont donc des personnes âgées qui vont mener l'enquête. Donc l'histoire commence avec un cadavre, voire un peu plus. Et ce sont donc ces personnages qui vont mener l'enquête avec les inconvénients du 3e âge, c'est-à-dire les rhumatismes, les pertes de mémoire, les somnolences. Et en fait c'est très drôle parce que on n'a pas l'habitude finalement d'avoir des personnages aussi âgés, finalement un peu handicapés par la vieillesse, et ça donne des situations assez cocasses. J'étais un peu déstabilisée au début finalement parce que l'histoire est très entrecoupée, on est vraiment à la place de ces personnages qui ont
pas forcément tous le même âge, mais qui ont aux alentours de 70-80 ans. C'est très caustique aussi parce qu'il y, y a un regard vraiment très, comment dire, très second degré sur... ils ont un regard très second degré sur eux-mêmes, sur leurs petites difficultés. Il y a un personnage qui est très rigolo, qui apparaît ici, qui est la tortue, qui a vraiment sa personnalité propre. Et bah, j'ai bien avancé, hein. Il me reste une toute petite partie à lire. J'ai déjà le second volume. Voilà, si vous cherchez quoi lire cet été, c'est pas mal du tout. En tout cas, j'ai hâte de savoir comment ça va finir parce que c'est très tarabiscoté. C'est aussi tarabiscoté finalement que comment dire, les souvenirs ou les difficultés de mémoire des personnages. Donc ça, je vais le finir bien avant le début de mes vacances. Voilà. Entre temps, je suis allée me chercher une petite citronnade maison. Je vous mettrai peut-être la recette en dessous si ça vous intéresse. C'est avec un petit peu de menthe. Voilà. Alors, pour la suite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma pile? Alors, j'aimerais finir ce bouquin-là. Alors, je l'ai à peine commencé il y a déjà 2 ans. C'est un livre qui s'appelle donc Hortense et Queenie de Andrea Levy, donc avec un petit dessin de mes enfants dessus. Je l'avais offert à ma mère, ou je pense que je lui avais offert un coffret cube sur la thématique de l'Angleterre, je pense, et elle me l'a passé en me disant que c'était très sympa. Donc, comme on a tendance à aimer les mêmes genres de romans, il faut que je les lise. Je pourrais pas vraiment vous dire, vous redire ce que c'est vraiment l'histoire, parce que je m'en souviens plus très bien. Je pense qu'il va falloir que je reprenne au début. En tout cas, c'est un récit croisé entre Queenie et Hortense, donc qui sont les personnages éponymes du titre. En gros, ça se passe, il me semble, dans les années 50, je sais plus si c'est en Angleterre, et c'est finalement un récit croisé entre des gens qui viennent de Jamaïque, et je crois que c'est Hortense qui vient de Jamaïque, qui arrive en Angleterre, où elle va rencontrer Queenie. Mais là, franchement, il faudra que je vous en reparlerai de ce livre. C'est juste que là, je voudrais vraiment le reprendre parce que je l'avais commencé, je l'ai abandonné, et voilà, j'avais bien aimé le début. C'est juste que je l'ai lu par tout petits morceaux et que j'aimerais bien le reprendre une bonne fois et le lire d'une traite. C'est un peu la difficulté que je rencontre en termes de lecture depuis que j'ai mes enfants, c'est que lorsque je lis, j'aime bien m'immerger dans le livre. En général, je lis pendant des heures. C'est vraiment quelque chose que je faisais beaucoup avant, évidemment que je ne peux plus faire aujourd'hui. Et puis en plus, aujourd'hui, il faut que je choisisse entre coudre, broder, tricoter ou lire. Je ne peux pas faire les deux en même temps parce qu'en fait, pour moi, vraiment, la lecture, c'est quelque chose d'exclusif. Autant je peux écouter un audiolivre en tricotant, brodant, cousant un peu moins parce que c'est bruyant la machine, mais je peux pas lire un livre et faire une autre activité en même temps. J'aime bien me mettre un peu dans ma bulle et m'immerger dans le récit. Alors, l'autre livre que je voudrais lire cet été, c'est un livre que m'a prêté une de mes collègues, qui s'appelle donc La saga des Cazalet. Alors, j'en ai lu quelques pages. Et voilà, vraiment quelques pages. Et en fait, elle m'avait prêté un autre livre et que j'avais déjà entamé. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment pas que je le commence trop vite parce que je vais adorer. Je vais adorer, j'ai déjà commencé à le dévorer. Et je me suis dit qu'il fallait mieux que je finisse l'autre avant. Donc ça se passe en Angleterre dans les années... Je crois que c'est dans les années 40... Non, dans les années 30. Donc juillet 1937. Au cœur du Sussex. Et donc là il s'agit d'une chronique familiale. Donc je n'ai
vraiment lu que quelques pages, mais on a la présentation des différents membres de la famille avec tous les petits secrets qui vont aller avec. Donc je pense que ça sera parfait pour cet été. Alors, ça c'est une autrice que j'adore. Donc Jessie Burton, en fait, je l'ai découverte avec son tout premier roman qui s'appelait Miniaturist, donc qui a été traduit par Le Miniaturiste, il me semble en français, ou juste Miniaturiste, je ne sais plus. Jessie Burton, c'est une autrice que j'achète sans même regarder le pitch, parce qu'en fait, le résumé, la présentation, parce qu'en fait, j'ai déjà lu 2 de ses romans que j'ai adorés, qui n'avaient vraiment rien à voir. Et donc ça, c'est son 3e livre qui s'appelle The Confession. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle en français. Et en fait, c'est une autrice que je ne lis qu'en anglais. En fait, j'aime bien lire des romans en français et en anglais. Et du coup, j'ai des auteurs un peu privilégiés pour mes lectures en anglais et elle en fait partie. Donc ça, pareil, si vous ne connaissez pas, je vous recommande, hein, que ce soit en français ou en anglais, elle écrit très bien. Il me semble que c'est très bien traduit, en tout cas, quand je l'ai recommandé, ça a toujours été un livre qui a été énormément apprécié par les personnes qui l'ont lu sur recommandation. Alors après, il y a ce livre-là que j'aimerais lire cet été. Donc c'est le 4e volume d'une série qui s'appelle Les Chroniques de Sainte Marie, Saint Mary. Ça se passe en Angleterre. Je me demande si je vous en avais pas déjà parlé au moins une fois. C'est grâce au compte La Demoiselle de Châtillon sur Instagram qui présente des livres qu'elle aime. Alors ça peut être des romans, ça peut être des livres pour enfants, ça peut être aussi de la littérature jeunesse. Et en fait, j'ai adoré cette série, en tout cas le début de cette série, je n'en suis qu'au début. Hein. Là j'ai fait une longue pause finalement depuis le dernier volume que j'ai lu. En gros, ça a tout pour me plaire parce que ce sont des historiens qui voyagent dans le temps et qui vont faire des études historiques à l'époque où les faits se sont passés. Donc c'est super parce qu'on retrouve vraiment le milieu recherche, recherche institutionnelle, le côté et en même temps un côté un peu inédit parce que c'est finalement un peu entre la reconstitution historique comme on peut l'entendre. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'événement. Il y a beaucoup de de manifestations, surtout estivales, qui font de la reconstitution historique. Alors ça se focalise en général soit sur une année en particulier ou sur une période en particulier. Souvent ce sont des journées médiévales, hein, ça c'est assez répandu, mais il y a aussi des journées Renaissance avec reconstitution de combats, reconstitution de costumes. Et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il me semble que dans un de mes premiers podcasts, je vous en avais parlé, je finirai par vous en reparler, mais pour l'instant j'ai juste pas le temps de me pencher sur la question. Mais en gros, donc ces romans sont très drôles. En fait, l'héroïne qui s'appelle Madeleine Maxwell est très caustique. C'est une petite bonne femme très drôle qui est un peu brute, un peu rentre dedans et qui est vraiment très attachante. On a une galerie de personnages qu'on retrouve d'un volume à l'autre. Ils mettent quand même leur vie en jeu quand ils font leur voyage dans le temps. Enfin, c'est vraiment très très chouette. Et on a l'aspect historique, mais on a aussi tout l'aspect voyage dans le temps avec toutes les conséquences en cascade qui peuvent arriver s'ils modifient la ligne du temps finalement. Donc ça, si j'ai le temps, pareil, et tout ce que je n'arriverai pas à lire cet été, je pense que je vais essayer de les lire à partir de la rentrée et dans les mois qui suivront. Ça, c'est une autrice que j'aime beaucoup aussi. Si vous aimez Agatha Christie, c'est un petit peu dans la même veine, donc Patricia Wentworth. Il me semble, Laurine, si tu passes par là, il me semble que toi aussi tu aimes Patricia Wentworth.
Les éditions 10-18, c'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup, enfin chez laquelle je vais toujours un peu regarder le catalogue parce que ils ont une collection détective, grand détective ou une petite, comment dire, vraiment cette collection un peu de romans anglais que j'aime beaucoup. Et Patricia Wentworth fait des romans dont la trame est assez similaire finalement d'un roman à l'autre. On a souvent un personnage principal qui est féminin, on a souvent une relation amoureuse au milieu, un meurtre ou en tout cas un mystère. Bon, régulièrement il y a un cadavre quand même. Et c'est très fluide, c'est vraiment du divertissement. Ça se lit en quelques heures, parce que voilà, c'est écrit quand même relativement gros, ce sont des petits chapitres, et c'est vraiment très sympa. C'est une autrice qui a vécu, je crois, vraiment dans les mêmes, à peu près dans les mêmes années qu'Agatha Christie, peut-être un petit peu avant, mais du coup on retrouve vraiment l'ambiance des années 40, 50, et, ou disons entre les années 20 et les années 50, je crois, à peu près. Et du coup j'aime bien cette ambiance-là, un petit peu, voilà, un peu rétro, c'est assez chouette, ça se lit vite. Dès que j'en trouve un que j'ai pas lu, en général, je l'achète. Peu importe ce qui est écrit derrière, je prends. Alors ensuite, une série dont je vous ai déjà parlé, Hamish Macbeth de M.C. Beaton. Donc là, ça sera le volume 12. Je vous les présente pas systématiquement, mais ça pareil, ça se lit. J'en ai lu un il y a une semaine, je crois. Ça se lit vraiment très très vite. En 2 jours, c'est plié parce que alors là, pour le coup, c'est vraiment écrit très gros. Les pages, la mise en page est quand même assez aérée. Tout n'est pas, les volumes sont un peu inégaux d'un volume à l'autre, mais en fait, c'est vraiment le plaisir de retrouver le personnage principal, donc Hamish. Ça se passe en Écosse. Enfin, voilà, c'est vraiment une petite gourmandise. Je lis ça très rapidement et j'ai la satisfaction de m'être un peu mise dans ma bulle pendant quelques heures, d'avoir suivi le personnage, croisé des personnages un peu étranges, des situations un peu cocasses, et puis voilà, ça se passe bien. Donc Bras de fer, pareil, celui-là je le lirai. Je ne vous les montre pas forcément dans l'ordre dans lequel je les lirai, parce qu'il est probable que à un moment je mette en pause un roman un peu plus complexe, on va dire, pour lire par exemple Hamish Macbeth au milieu. J'ai trouvé un autre roman qui est un peu dans le même genre. Alors je ne connais pas du tout cet auteur en fait, qui a un pseudonyme féminin, ce que je trouve plutôt sympa. Donc Miranda James et le nom de plume d'un homme qui s'appelle Dean James, donc ça c'est cool. Il est ancien bibliothécaire et c'est le chat du bibliothécaire. A priori c'est une série. Et bon, bah, il en fallait pas plus pour que la bibliothécaire en moi se dise que ça devait forcément être super. Voilà, j'ai pas trop regardé. Je me souviens plus trop de quoi ça parle, mais en gros le personnage principal est un bibliothécaire et son chat. Enfin, les personnages principaux sont un bibliothécaire et son chat. Et je me dis que ça peut être rigolo. Le dernier que j'ai mis dans ma pile, c'est toujours un cosy mystery, donc cette fois-ci c'est les éditions de la Martinière. J'ai déjà lu le premier volume un petit peu plus tôt cette année, ça s'appelle Les Dames de Marlowe. Alors ça c'est drôle parce que ce sont trois héroïnes qui sont plus ou moins âgées. Le personnage principal qui s'appelle Judith Potts a 70 ans, quelque chose comme ça. Et puis ses acolytes qui s'appellent Suzy et Bex sont un petit peu plus jeunes, mais ça tourne entre 45 et 50 ans, je crois. Il y a la femme donc Beck est la femme du pasteur. Suzy je crois qu'elle est babysitter canine ou quelque chose comme ça, et Judith Potts, qui est donc le personnage principal, est cruciverbiste, c'est-à-dire qu'elle crée des mots croisés. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, dans le bouquin, on a des grilles de mots croisés qui se remplissent
avec les mots qu'on a, avec des mots qui sortent de tout ce qu'on a lu avant. Et donc on a la grille, il faut essayer de retrouver, c'est assez sympa. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé pour ce podcast. Je vais vous laisser là. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous passerez un bon moment. Voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui de façon tout à fait égoïste. Je ne sais pas si ça vous plaira ou pas, mais voilà, je me suis dit que ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de livres. J'avais envie de partager un peu mes envies pour cet été. Je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter une bonne journée, soirée, matinée, en fonction du moment pendant lequel vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie d'être toujours aussi bienveillante parce que vous êtes une majorité, en tout cas une majorité féminine à écrire. J'apprécie toujours autant d'échanger avec vous, de pouvoir, avoir de vos nouvelles finalement par petits messages interposés. Je vous souhaite un bel été, je vous retrouverai après la rentrée, je pense que ça sera plutôt fin septembre puisque je vais commencer un nouveau travail avec une nouvelle routine et de nouveaux trajets, donc je préfère pas m'engager avant. En tout cas, ce que je peux vous promettre, c'est que je vais vous enregistrer des petits moments là depuis 2-3 semaines et puis je vais voir quand est-ce que je vais arrêter pour vous proposer un petit vlog cet été pour que voilà, pour pouvoir vous partager aussi d'autres choses que je n'ai pas abordées aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée. Bel été!